C'était un jeudi après-midi, un de ces doux jours de printemps à Lyon. Le soleil filtrait par la fenêtre de notre cuisine, où je préparais une quiche lorraine pour le dîner. J'étais mariée à Michel depuis 8 ans, et notre vie ensemble, bien que non parfaite, était tranquille et stable. Il travaillait dans une compagnie d'assurance, et moi, je donnais des cours de littérature dans un lycée voisin. Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions de rien. Le son de mon portable interrompit mes pensées. C'était Michel. Je souris en voyant son nom sur l'écran et répondis tout en continuant de battre les œufs. « Salut chérie, tu rentres bientôt ? La quiche sera prête dans une demi-heure. » Il y eut un silence étrange à l'autre bout du fil. Quand il parla enfin, sa voix était froide, presque méconnaissable. « Je viens de gagner 20 millions d'euros au loto, » dit-il sans émotion apparente. « Prends tes affaires et fiche le camp avant que je rentre. Tu ne verras pas un centime. » Je suis restée paralysée, la fourchette suspendue au-dessus du saladier. Un instant, j'ai cru à une plaisanterie de mauvais goût. « Michel, qu'est-ce que tu racontes ? Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas une plaisanterie, Lucie. Prends tes affaires et va-t'en. » Et il a raccroché. Comme ça, sans plus. Je suis restée à regarder le téléphone comme si c'était un objet étrange que je n'avais jamais vu auparavant. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser le saladier sur le plan de travail avant qu'il ne me tombe des mains. Je l'ai rappelé 1, 2, 3 fois. Rien. Juste la messagerie vocale. « Bonjour, c'est Michel. Laissez votre message après le bip. » Ce n'était pas possible. Nous nous étions rencontrés alors qu'il avait à peine de quoi payer le loyer de sa chambre d'étudiant. Je l'avais soutenu quand il avait décidé de quitter l'université pour travailler. Je l'avais encouragé quand il avait échoué dans ses premiers emplois. J'avais été à ses côtés quand sa mère était morte. Je l'avais soigné pendant des semaines quand il avait eu cet accident de moto. Nous avions partagé des rêves, des projets, un prêt immobilier. Comment pouvait-il me traiter ainsi maintenant ? Mes pensées s'emballaient. Avait-il vraiment gagné au loto ? Ou était-ce une sorte de crise de nerfs ? Michel n'avait jamais été un homme violent ni cruel. Quelque chose ne collait pas. Je me suis assise sur le canapé, essayant de respirer normalement. Peut-être devrais-je appeler sa sœur Camille. Elle saurait s'il lui arrivait quelque chose. Mais non, s'il avait vraiment gagné au loto et ne voulait pas partager avec moi, je ne ferais que m'humilier davantage. Un instant, j'ai pensé à faire mes valises comme il me l'avait ordonné. Puis je me suis énervée contre moi-même pour l'avoir ne serait-ce qu'envisagé. C'était aussi ma maison. Mon nom figurait sur le prêt immobilier. J'avais choisi chaque meuble, chaque tableau, chaque plante. Je n'allais pas partir juste parce qu'il le disait. J'ai éteint le feu sous la poêle. Je n'avais plus faim. Je me suis servi un verre de vin et me suis assise près de la fenêtre. Le quartier commençait à allumer ses lumières. Madame Dubois sortait promener son petit chien. Les enfants des Martin jouaient au football sur le trottoir. La vie normale continuait alors que la mienne s'effondrait. Je me suis souvenue de notre rencontre à cette soirée étudiante. J'étudiais les lettres modernes, et lui était en école de commerce. Il m'avait invitée à prendre un café, et nous avions parlé pendant des heures. J'étais tombée amoureuse de son sourire, de sa façon de gesticuler en parlant de ses rêves, de la manière dont il m'écoutait quand je lui parlais des miens. Nous nous étions mariés jeunes, peut-être trop. Mes parents m'avaient prévenu d'attendre, qu'il n'y avait pas urgence. Mais j'étais sûre de moi. Quand tout cela avait-il changé ? À quel moment ce garçon rêveur était-il devenu l'homme qui venait de me parler comme si j'étais une ordure ? J'ai repassé mentalement les derniers mois. C'est vrai qu'il était plus distant, qu'il rentrait tard du travail, qu'il passait beaucoup de temps sur son portable. Mais j'avais attribué ça au stress, à sa récente promotion. Le bruit d'une voiture se garant m'a tiré de mes pensées. J'ai regardé discrètement. C'était lui. Il était rentré plus tôt que d'habitude. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai décidé de rester exactement où j'étais. Je n'allais pas me cacher. Je n'allais pas faire mes valises. J'allais l'affronter et exiger une explication. S'il avait vraiment gagné au loto, nous devions parler comme des adultes de la marche à suivre. Et si c'était autre chose, une sorte de crise, nous devions aussi en parler. J'ai entendu ses pas dans l'escalier. Puis, la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte lentement. Michel est entré et m'a vue assise près de la fenêtre, mon verre de vin à la main. Nos regards se sont croisés. Je n'ai pas reconnu la personne qui me regardait. Ses yeux, normalement chaleureux, étaient froids et durs comme l'acier. « Je t'ai dit de partir.
dit-il d'une voix tranchante. Et moi, j'ai besoin que tu m'expliques ce qui se passe, répondis-je, essayant de garder mon calme. Nous sommes mariés, Michel. Si tu as gagné de l'argent, c'est quelque chose que nous devons gérer ensemble. Il eut un rire amer qui me glaça le sang. Ensemble? Maintenant tu veux que ce soit ensemble? Tout a toujours tourné autour de toi, tes besoins, tes désirs. Eh bien, c'est fini. J'ai supporté ça trop longtemps. Ces paroles m'ont giflé en plein visage. De quoi parlait-il? J'avais toujours fait passer notre relation avant tout. De quoi parles-tu? Demandai-je, déconcertée. J'ai toujours été à tes côtés, te soutenant en tout. Me soutenant, répéta-t-il avec mépris. Tu appelles ça du soutien? Critiquer chaque décision que je prends? Avoir honte de moi devant tes amis intellectuels? Me rappeler constamment que j'ai quitté l'université? Je me suis levée, sentant que la situation m'échappait. Ce n'est pas juste, Michel. Je ne t'ai jamais critiqué pour ça. Au contraire, je t'ai toujours défendu. Il fit un pas vers moi. Son visage était transformé par la colère. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Je ne veux plus discuter. Je t'ai donné une chance de partir gentiment. Tu l'as refusé. Et alors, tout a changé pour toujours. Michel s'est avancé vers moi avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage. En une seconde, tout a basculé. L'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 8 ans, celui qui me murmurait des mots doux les nuits d'hiver, était devenu un inconnu. « Je t'avais prévenu », grogna-t-il. Et avant que je puisse réagir, il se dirigea vers la cuisine. Je l'ai suivi, confuse, pensant qu'il se calmait peut-être. Mais alors je l'ai vu attraper l'appareil à croque-monsieur que ses parents nous avaient offert pour notre dernier Noël ensemble. « Qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je, et ma voix semblait faible, méconnaissable. Il ne répondit pas avec des mots. Le coup est arrivé si vite que je l'ai à peine vu venir. L'appareil a heurté mon épaule gauche avec une force brutale. La douleur fut immédiate, aiguë, comme si 1000 aiguilles se plantèrent dans ma chair. Je suis tombée par terre, plus à cause de la surprise que du coup lui-même. « Michel, pour l'amour de Dieu !» criai-je en me tenant l'épaule. « Tu es devenu fou? Tais-toi !» rugit-il, et sa voix résonna dans toute la maison. Notre petit appartement à Lyon, autrefois un havre de paix, était devenu une cage. Tu es une sangsue, Lucie. Tu l'as toujours été. 8 ans à te supporter. 8 ans à écouter tes plaintes, tes exigences. C'est fini. Maintenant j'ai de l'argent et je n'ai plus besoin de toi. Les larmes jaillirent de mes yeux, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi à cause de la cruauté de ses paroles. Une sangsue? Moi, qui avais renoncé à un poste mieux payé à Paris pour qu'il puisse rester près de sa famille. Moi qui avais reporté d'avoir des enfants parce qu'il disait que nous n'étions pas prêts financièrement. « Tu es malade ?» dis-je en essayant de me relever. « Tu as besoin d'aide, Michel. » Cela parut l'enrager encore plus. Il se jeta sur l'armoire de l'entrée et en sortit une valise, notre valise des vacances en Corse de l'année dernière. Il commença à ouvrir les tiroirs et à jeter mes vêtements dedans, sans soin, froissant des robes que je repassais avec méticulosité, jetant par terre mes t-shirts préférés. « Allez, aide-moi à faire ta valise. Plus vite tu fiches le camp, mieux ce sera pour nous deux, » dit-il sans me regarder. « Je ne partirai pas, » répondis-je, retrouvant un peu de courage. « Cette maison est autant à moi qu'à toi. Mon nom est sur le prêt. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. » Il se tourna vers moi, le regard glacial. « Tu veux essayer ? Je peux appeler la police et leur dire que tu m'as agressé. Qui crois-tu qu'ils vont croire ? J'ai des amis au commissariat, Lucie. Et maintenant, j'ai de l'argent, beaucoup d'argent. » Ma tête tournait. Qui était cet homme ? Où était le Michel que je connaissais ? J'ai pensé à appeler moi-même la police, mais j'ai réalisé que j'étais en position de faiblesse. Je n'avais pas de témoin du coup, et s'il avait vraiment des contacts comme il le disait, je ne pouvais pas prendre ce risque. « Donne-moi quelques jours », suppliai-je, changeant de stratégie. « J'ai besoin de trouver un endroit où rester. Je ne peux pas partir comme ça d'un coup. »« Tu as 1 heure », répondit-il sèchement. « Ou tu pars de ton plein gré, ou je te sors moi-même. Et ce ne sera pas agréable. » Il est parti dans la chambre, me laissant seule dans la cuisine. Je me suis regardée dans le reflet du micro-ondes. J'avais le visage taché de larmes, et un bleu commençait à se former sur mon épaule. La réalité de la situation m'a frappée comme une seconde gifle. J'étais en danger. Mon mari, l'homme qui avait juré de m'aimer et de me protéger, était devenu mon agresseur. Les mains tremblantes,
J'ai pris mon portable et appelé Chloé, ma meilleure amie depuis l'université. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Lucie, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air mal. » Les mots se sont coincés dans ma gorge. Comment expliquer l'inexplicable? Michel, il m'a frappé, Chloé. Il dit qu'il a gagné au loto et veut que je quitte la maison. Il m'a frappé avec l'appareil à croque-monsieur. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix de Chloé, ferme et claire. « J'arrive tout de suite. Ne bouge pas. »« Non, » répondis-je, alarmée. « Ne viens pas ici. Il est très agressif. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Je vais prendre quelques affaires et j'irai chez toi, si tu veux bien m'héberger quelques jours. Bien sûr que tu peux rester, aussi longtemps que tu en auras besoin. Mais Lucie, tu devrais porter plainte. Je sais, soupirai-je. Mais pour l'instant, je veux juste sortir d'ici. » J'ai raccroché et me suis dirigée vers la chambre. Michel était assis sur le lit, regardant son portable avec un sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant. Il n'a même pas levé les yeux quand je suis entrée. J'ai commencé à rassembler quelques affaires de base. Des sous-vêtements, quelques tenues de rechange, ma brosse à dents, mes médicaments pour l'allergie, mon ordinateur portable. Je ne savais pas combien de temps je serais absente, mais je ne pouvais pas non plus emporter grand-chose. Où étaient-ce mes documents importants? J'en aurais besoin, si cela allait au tribunal. Mes papiers, dis-je en essayant de paraître calme. J'ai besoin de ma carte d'identité, ma carte vitale, mon diplôme universitaire. Michel leva les yeux, l'air ennuyé. Ils sont sur le bureau, dans le dossier bleu. Dépêche-toi. J'ai trouvé le dossier et l'ai mis dans mon sac. J'ai aussi pris notre livret de famille et le titre de propriété de la maison. Si j'allais me battre, j'aurais besoin de toutes les armes possibles. Quand j'ai eu fini de rassembler l'essentiel, je suis restée debout au milieu de la chambre, observant une dernière fois ce qui avait été notre foyer. Les photos de notre mariage au lac d'Annecy, le tableau que nous avions acheté lors de ce voyage à Marseille, les rideaux que nous avions choisis ensemble. Tout semblait maintenant faire partie d'une autre vie, d'un autre monde. « Je m'en vais », annonçai-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. « Mais je veux que tu saches quelque chose, Michel. Ça ne va pas en rester là. Ce que tu as fait aujourd'hui, tu vas le payer. » Pour la première fois depuis son arrivée, j'ai vu une lueur de doute dans ses yeux. Mais cela n'a duré qu'une seconde. Il s'est levé, a attrapé ma valise et m'a accompagnée jusqu'à la porte, comme un portier chassant un client indésirable. « Épargne-moi tes menaces, » dit-il en ouvrant la porte. « Tu n'as rien, Lucie. Moi, j'ai tout maintenant. Va pleurer à qui tu veux, personne ne te croira. Et si tu tentes quelque chose en justice, je te ruinerai. J'ai l'argent pour le faire. » Il m'a poussé hors de l'appartement, a jeté ma valise dans le couloir et a claqué la porte. J'ai entendu le clic de la serrure, puis le silence. Je suis restée là, plantée, la valise à mes pieds, incapable de bouger. Une voisine a ouvert sa porte, m'a regardée avec curiosité et l'a refermée. Personne ne voulait s'impliquer dans les problèmes des autres. Finalement, comme une automate, j'ai ramassé ma valise et descendu les escaliers. Le quartier était toujours le même. Les mêmes enfants qui jouaient, les mêmes personnes âgées qui discutaient sur les bancs, le même soleil de printemps. Mais pour moi, le monde entier avait changé. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, traînant ma valise et ma douleur. Chaque pas était un effort, chaque respiration une bataille contre les larmes. Mais sous le choc et la peur, je sentais quelque chose d'autre grandir, la détermination. Michel croyait m'avoir vaincue, m'avoir réduite à une victime pathétique. Il ne savait pas à quel point il se trompait. En attendant le bus qui m'emmènerait chez Chloé, j'ai fait une promesse silencieuse. Ce n'était pas la fin, c'était seulement le début. Et quand tout serait terminé, ce serait lui qui aurait tout perdu. L'appartement de Chloé se trouvait dans le quartier de la Croix-Rousse, un endroit plein de vie et de couleurs qui contrastait douloureusement avec mon état d'esprit. Quand elle a ouvert la porte et m'a vue, l'épaule meurtrie et les yeux gonflés, elle a poussé une exclamation étouffée. « Mon Dieu, Lucie !» Ses bras m'ont immédiatement entourée, en faisant attention de ne pas toucher mon épaule blessée. « Entre, s'il te plaît. » Sa maison était petite mais accueillante, décorée de plantes et d'affiches de cinéma anciens. Le canapé, recouvert d'une couverture péruvienne aux couleurs vives, serait mon lit pour les prochains jours. Je ne savais pas alors que ce serait des semaines. « Nous devons aller à l'hôpital », dit Chloé après avoir examiné mon épaule. « Et ensuite au commissariat. » J'ai secoué la tête.
Je ne suis pas prête, Chloé. J'ai besoin de réfléchir. Si je porte plainte maintenant, ce sera ma parole contre la sienne. Et comme il l'a dit, il a de l'argent et des contacts. Chloé n'a pas insisté, mais m'a fait promettre que nous irions au moins au centre de santé. Après une douche chaude qui n'a pas réussi à enlever la sensation de saleté que le comportement de Michel avait laissée en moi, je me suis habillée avec des vêtements prêtés et nous sommes allés au dispensaire. La médecin qui m'a examinée, une femme d'une 50aine d'années aux yeux aimables, n'a pas cru mon histoire selon laquelle j'étais tombée sous la douche. Elle m'a donné une brochure sur les violences conjugales en me prescrivant des analgésiques. « Quand vous serez prête ?» me dit-elle à voix basse, me remettant le certificat médical que je pourrais utiliser pour une future plainte. Cette nuit-là, allongée sur le canapé de Chloé pendant qu'elle dormait dans sa chambre, je regardais le plafond sans pouvoir trouver le sommeil. Les paroles de Michel résonnaient dans ma tête. Avait-il vraiment gagné au loto ? Ou était-ce un mensonge pour justifier de me chasser de la maison ? Peut-être avait-il rencontré quelqu'un d'autre, et c'était sa façon de se débarrasser de moi. Le lendemain matin, l'esprit un peu plus clair, j'ai commencé à m'organiser. La première chose était de trouver un travail. J'avais quitté mon poste au lycée 2 ans plus tôt, quand Michel avait insisté sur le fait que son salaire suffisait pour nous deux, et que je pourrais me consacrer à l'écriture de ce roman que j'avais toujours voulu créer. Le roman n'avait jamais beaucoup avancé, et maintenant je regrettais amèrement d'avoir renoncé à mon indépendance économique. Chloé m'a prêté son ordinateur portable, et j'ai mis à jour mon CV. J'ai envoyé des candidatures à tous les lycées et académies de la ville. J'ai aussi contacté mes anciens collègues. Le réseau des professeurs était vaste. Quelqu'un connaîtrait une place vacante. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin, m'a assuré Chloé pendant que nous prenions notre petit déjeuner avec du café et des croissants qu'elle avait achetés à la boulangerie du coin. C'était samedi, et la normalité de ce geste quotidien, prendre des croissants un week-end, m'a noué la gorge. Ma vie redeviendrait-elle un jour normal ? Merci, mais je ne veux pas être un fardeau. Je chercherai un appartement à louer dès que j'aurai un travail. Chloé a pris ma main par-dessus la table. Tu n'es pas un fardeau, Lucie. Tu es mon amie. Et ce salaud va payer pour ce qu'il t'a fait. J'ai souri faiblement. Chloé avait toujours été une force de la nature, depuis nos années universitaires. Pendant que je me spécialisais en littérature, elle étudiait le droit. Maintenant, elle travaillait dans un petit cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires familiales. Je ne sais pas par où commencer, admis-je. Tout semble si écrasant. Eh bien, commençons par la base, répondit Chloé, passant en mode avocate. Premièrement, tu dois assurer tes droits sur les biens communs. Cet appartement est autant à toi qu'à lui. Deuxièmement, il faut savoir s'il a vraiment gagné au loto ou si c'est du bluff. Et troisièmement, tu as besoin d'un bon avocat. Je ne peux pas me permettre un avocat maintenant, soupirai-je. C'est pour ça que je suis là, sourit Chloé. Je ne peux pas te représenter officiellement parce que nous sommes amis, mais je peux te conseiller et te présenter à des confrères qui t'aideront. Et beaucoup travaillent avec l'aide juridictionnelle si nécessaire. Nous avons passé le reste de la journée à planifier. Chloé m'a aidé à ouvrir un nouveau compte bancaire dans une banque différente de celle que je partageais avec Michel. Nous avons également changé le mot de passe de mon adresse e-mail et créé un dossier pour conserver toutes les preuves. Photos de mes blessures, le certificat médical, capture d'écran de conversations antérieures avec Michel qui pourraient montrer son caractère. Le dimanche, Chloé m'a présenté à Romain, un confrère de son cabinet spécialisé dans les divorces très médiatisés. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près du parc de la Tête d'Or. Romain était un homme mince, d'une 40aine d'années, avec des lunettes à monture épaisse et un regard perçant, qui semblait analyser chaque mot. « Chloé m'a raconté ta situation », dit-il après avoir commandé un café noisette. « La première chose que tu dois savoir, c'est que la violence conjugale change complètement le paysage juridique d'un divorce. Ta sécurité, c'est la priorité. » Je lui ai raconté toute l'histoire, y compris le prétendu gain au loto. Romain a pris des notes détaillées dans un petit carnet. « Nous devons vérifier cette information, » dit-il, pensif. « Les gains de loterie importants sont soumis à une certaine publicité. S'il a vraiment gagné, il devrait y avoir une trace. Concernant l'appartement, étant un bien commun, tu as droit à la moitié indépendamment de toute autre circonstance. Il dit qu'il a des amis dans la police, mentionnai-je, toujours effrayé. Il dit qu'il peut me ruiner si j'essaie quelque chose. » Romain sourit pour la première fois. Ils disent tout ça, Lucie. C'est le recours typique de l'agresseur. Te faire croire qu'il est au-dessus des lois.
Mais tu serais surprise de voir à quel point il se dégonfle face à un bon avocat et à un juge qui ne tolère pas ses comportements. Cette conversation m'a donné la première lueur d'espoir. Peut-être que Michel n'était pas aussi puissant qu'il voulait me le faire croire. Peut-être que je pouvais me battre et gagner. Ce soir-là, en examinant mes documents, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Nos dernières déclarations de revenus communes. Michel avait insisté pour les faire lui-même, disant qu'il comprenait mieux les aspects fiscaux grâce à son travail. Maintenant, en les regardant avec des yeux neufs, j'ai remarqué des divergences, des revenus non justifiés, des déductions suspectes. Je n'étais pas comptable, mais même moi, je pouvais voir que quelque chose n'allait pas. « Chloé » appelai-je mon amie, qui préparait le dîner. « Je crois que tu devrais voir ça. » Elle a examiné les documents d'un œil critique. « C'est de la fraude fiscale, Lucie. Il a dissimulé des revenus pendant des années. Et il l'a fait sur des déclarations communes, ce qui pourrait impliquer aussi. » Un frisson me parcourut le dos. « Tu crois qu'il l'a fait exprès? Pour avoir quelque chose contre moi si les choses tournaient mal? » « Je ne sais pas, » admit Chloé. « Mais c'est une bombe à retardement. Si le fisc enquêtait, elle n'a pas terminé sa phrase, mais ce n'était pas nécessaire. Si les autorités fiscales enquêtaient, nous pourrions tous les deux avoir de sérieux problèmes, à moins que je ne puisse prouver que j'ignorais ces irrégularités. J'ai besoin de plus de preuves, dis-je, sentant une nouvelle détermination. J'ai besoin de découvrir ce qu'il a caché d'autre. Les jours suivants furent des montagnes russes. J'ai obtenu un entretien dans une académie de langue pour donner des cours de littérature à des étudiants étrangers. Ce n'était pas l'idéal, mais ça paierait les factures. Romain a entamé les démarches légales pour la séparation et a obtenu une ordonnance d'éloignement basée sur l'incident violent. Un après-midi, alors que Chloé était au travail, j'ai reçu un message d'une ancienne collègue du lycée où j'avais travaillé. Sophie avait toujours été une bonne amie, et elle a été surprise d'apprendre que Michel et moi nous étions séparés. « Quelle coïncidence !» écrivit-elle. « Je l'ai vu il y a quelques jours aux Galeries Lafayette, achetant une montre très chère. Il était avec une fille très jeune, blonde. J'ai pensé que c'était quelqu'un de sa famille, mais vu comment il se comportait... La révélation n'aurait pas dû me faire aussi mal. Après ce qu'il avait fait, une infidélité semblait mineure, mais j'ai eu l'impression qu'on m'enfonçait un autre couteau. Tout ce que je croyais savoir sur ma vie, sur mon mariage, était un mensonge. Cette nuit-là, serrant l'oreiller sur le canapé de Chloé, j'ai pleuré pour la dernière fois pour Michel. J'ai pleuré pour les 8 années perdues, pour les rêves brisés, pour la personne que je croyais qu'il était et qu'il n'avait jamais été. À l'aube, je me suis levée avec une certitude. Je ne serai pas une victime, je serai une survivante. Et plus que ça, je serai celle qui le ferait payer pour chaque larme, pour chaque mensonge, pour chaque promesse rompue. Le plan commençait à se former dans mon esprit. Michel croyait avoir tout le pouvoir parce qu'il avait de l'argent. Il ne savait pas que j'avais quelque chose de beaucoup plus précieux, la vérité, et il était sur le point de découvrir combien cela pouvait lui coûter. Une semaine après mon départ brutal de la maison, j'avais déjà décroché le poste à l'académie de langue. Ce n'était pas l'idéal, 18 heures par semaine avec un salaire médiocre, mais cela me permettrait au moins de commencer à économiser pour ma propre location. La directrice, Marion, une femme énergique d'une 60aine d'années, m'a embauchée sur le champ quand elle a su que j'avais enseigné dans un lycée public. « Nous avons besoin de quelqu'un d'expérimenté », dit-elle en signant mon contrat. Ces étudiants Erasmus sont intelligents, mais parfois trop créatifs avec le français. Le travail s'est avéré thérapeutique. Pendant ces heures à enseigner les subtilités du subjonctif et la littérature classique française, je pouvais oublier ma situation. Mes étudiants, de jeunes Allemands, Français, Italiens et quelques Américains, me regardaient avec respect. Pour eux, j'étais la professeure Lucie, une femme sûre d'elle et compétente, pas l'épouse abandonnée qui dormait sur un canapé prêté. Pendant ce temps, Romain avait enquêté sur la prétendue fortune de Michel. Nous nous sommes retrouvés dans un café près des Halles Paul Bocuse, un lieu animé, où personne ne prêterait attention à notre conversation. J'ai confirmé qu'il y a bien eu un gain important au loto il y a 2 semaines, dit-il en remuant son café au lait. 20 millions d'euros. Mais il y a quelque chose d'étrange. Le gagnant a demandé l'anonymat. C'est possible ? Demandai-je, surprise.
Pas complètement. La Française des Jeux peut ne pas publier son nom, mais il y a des registres. Et ce qui est intéressant, c'est que le billet a été acheté à Villeurbanne, juste là où Michel a son bureau. Mon cœur a fait un bond. Alors c'était vrai. Il semblerait. Mais maintenant vient l'important. Romain sortit des documents de sa mallette. En France, les gains de loterie obtenus pendant le mariage sont des biens communs. Même si c'est lui qui a acheté le billet avec son argent, légalement la moitié t'appartient. Un mélange de soulagement et de rage m'envahit. Il le savait. C'est pour ça qu'il voulait me chasser avant d'encaisser le gain. Exactement. Il voulait établir une séparation de fait avant d'encaisser l'argent. Mais il a commis une erreur fondamentale. La violence. En t'agressant, non seulement il a commis un délit, mais il a renforcé ta position dans l'affaire. Les jours suivants furent un tourbillon d'actions légales. Romain a déposé une demande de divorce avec la requête explicite de bloquer tout mouvement de biens jusqu'à ce que la division des biens communs soit résolue. Il a également demandé une enquête sur les finances de Michel pendant notre mariage. Mais je savais que nous avions besoin de plus. Une nuit, alors que Chloé et moi dînions d'une pizza dans son appartement, j'ai osé lui mentionner quelque chose qui me trottait dans la tête. Tu te souviens qu'on a trouvé des irrégularités dans les déclarations de revenus? Chloé a hoché la tête, mordant dans une part de pizza 4 fromages. Je crois qu'il y en a plus. Michel a toujours été obsessionnel avec ses mots de passe, mais parfois il les notait. Il avait un petit carnet qu'il gardait dans sa table de nuit. « Tu crois qu'il y est toujours ?» demanda Chloé, comprenant immédiatement où je voulais en venir. « Je ne sais pas. Mais si je pouvais entrer dans la maison pendant qu'il n'est pas là… » Chloé a posé sa pizza et m'a regardé sérieusement. « Lucie, ça pourrait être une violation de domicile. S'il te découvre, tu pourrais avoir des ennuis judiciaires. J'ai les clés, argumentai-je. C'est aussi ma maison. Et l'ordonnance d'éloignement est pour lui, pas pour moi. » Après beaucoup de discussions, Chloé a accepté de m'aider, mais à certaines conditions. Nous devions d'abord vérifier l'emploi du temps de Michel pour nous assurer qu'il ne serait pas à la maison. Et elle m'accompagnerait, attendant dans la voiture au cas où. L'occasion s'est présentée 3 jours plus tard. Sophie, mon ancienne collègue, m'a informé que Michel avait mentionné sur les réseaux sociaux un voyage d'affaires à Paris. Il partirait le mercredi matin et reviendrait le jeudi soir. Le mercredi, à midi, Chloé a garé sa Peugeot 208 à un pâté de maison de mon ancien domicile. Elle portait des lunettes de soleil et une casquette, comme si nous étions des espionnes dans un film à petit budget. En toute autre circonstance, j'aurais ri. « Tu as exactement 30 minutes, dit-elle en regardant sa montre. Si tu ne sors pas, j'appelle Romain et ensuite la police. » Le cœur battant à tout rompre, j'ai marché jusqu'au porche. Le concierge, Monsieur Émile, m'a salué comme toujours, sans rien soupçonner. « Madame Lucie, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vue. Vous allez bien ? » ?»« Parfaitement, Monsieur Émile. Je viens juste chercher quelques affaires. Votre mari n'est pas là. Comment a-t-il ? » ?»« Il est parti hier avec 2 valises. » Cette information m'a un peu tranquillisée. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 4e étage et, les mains tremblantes, j'ai introduit la clé dans la serrure. La porte s'est ouverte avec le même grincement familier. L'appartement était étonnamment propre. Connaissant Michel, je m'attendais à trouver un désastre, mais il semblait qu'il avait engagé quelqu'un pour nettoyer. Il y avait des changements. Une nouvelle télévision, énorme, dominait le salon. Des bouteilles de whisky cher dans le meuble-bar, un manteau de femme, de marque, accroché au porte-manteau. Je n'avais pas le temps de me sentir blessée. Je suis allée directement à la chambre. Le lit était fait, mais il y avait des preuves qu'il ne dormait pas seul. 2 oreillers avec des empreintes, un parfum féminin sur la commode. La table de nuit était toujours à sa place. J'ai ouvert le tiroir et, miraculeusement, le carnet noir était là. Je l'ai feuilleté rapidement, reconnaissant l'écriture petite et précise de Michel. Il y avait des mots de passe, oui, mais aussi quelque chose de plus, des noms de banques étrangères, des comptes en Suisse, au Luxembourg, des annotations de transfert, des montants. J'ai pris mon portable et photographié chaque page méticuleusement. Puis j'ai fouillé son bureau et trouvé d'autres documents, des relevés bancaires, des contrats, quelque chose qui ressemblait à un titre de propriété d'un appartement au Luxembourg dont il ne m'avait jamais parlé. En photographiant tout, j'ai découvert un dossier étiqueté « Projet Orange ». Je l'ai ouvert et trouvé ce qui semblait être des plans pour une entreprise, avec des investisseurs et des montants notés. Parmi les papiers,
Il y avait des courriels imprimés qui montraient clairement que Michel avait détourné des fonds de son entreprise Tech Solutions vers des comptes personnels pendant des années. De petites sommes qui, additionnées, représentaient une fortune avec le temps. C'était une fraude systématique, planifiée, délibérée. Et je n'avais jamais rien soupçonné. J'ai fini de tout photographier et me suis assurée de laisser chaque document exactement où je l'avais trouvé. J'étais sur le point de partir quand j'ai remarqué quelque chose sous le lit. Un petit coffre-fort portable. Je n'avais pas le temps d'essayer de l'ouvrir. Mais son existence était une autre donnée intéressante. Je suis sortie de l'appartement avec un mélange d'adrénaline et de nausée. J'avais vécu 8 ans avec un parfait inconnu. Un homme capable de violence physique, d'infidélité et de fraude financière à grande échelle. Chloé m'attendait nerveusement dans la voiture. « Alors ?» demanda-t-elle dès que je me suis assise. « J'ai tout ce dont nous avons besoin », répondis-je en lui montrant les photos sur mon téléphone. Et bien plus que ce à quoi je m'attendais. Cette nuit-là, dans l'appartement de Chloé, nous avons analysé ensemble les informations. Les comptes à l'étranger totalisaient plus de 3 millions d'euros, de l'argent que Michel avait systématiquement dissimulé pendant des années, probablement volé à son entreprise. « C'est de la dynamite pure », commenta Chloé. « Le fisc le détruirait s'il l'apprenait. »« Et s'il l'apprenait » demandai-je, une idée se formant dans mon esprit. Chloé me regarda fixement. « Tu penses à le dénoncer ?»« Pas directement, » répondis-je. Mais Romain pourrait utiliser ces informations dans la procédure de divorce. Michel devrait choisir, ou il accepte nos conditions, ou nous serons obligés de présenter ses preuves pour justifier la division des biens. « C'est du chantage », dit Chloé, mais sans ton de reproche. « C'est la justice », corrigeai-je. « Il a essayé de me laisser sans rien. Il a essayé de me voler ce qui m'appartient légalement. Et avant ça, il m'a volé 8 ans de ma vie. » Chloé sourit lentement. « J'ai toujours su que sous cette façade de professeur tranquille se cachait une guerrière. » Le lendemain, Romain a écouté notre histoire et examiné les photos avec un étonnement croissant. « Cela change tout, » dit-il finalement. « Avec ces informations, nous pouvons demander une inspection fiscale dans le cadre de la procédure de divorce. Le juge ordonnerait une enquête complète sur ses finances. Tout sortirait au grand jour. Et les 20 millions du gain ? Demandai-je. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg maintenant, répondit Romain. Avec les comptes cachés et la fraude à son entreprise, nous parlons d'une affaire qui pourrait finir au pénal, pas seulement au civil. Pour la première fois depuis cet appel fatidique, j'ai senti que je reprenais le contrôle. Michel m'avait complètement sous-estimé. Il croyait m'avoir acculé, que son argent le protégerait de tout. Il ne savait pas que je venais de trouver son talon d'Achille. Cette nuit-là, j'ai écrit un message que je n'ai jamais envoyé. « Cher Michel, prépare-toi. La guerre ne fait que commencer. » Le bureau de Romain sentait le cuir et le café fraîchement moulu. Assise en face de son bureau en noyer, j'observais comment il revoyait les documents que nous avions préparés. Dehors, Lyon vivait sa routine quotidienne, inconsciente du petit tremblement de terre que nous étions sur le point de déclencher. « Êtes-vous sûr de vouloir procéder ainsi ?» demanda Romain, en levant ses lunettes pour les nettoyer. « Une fois que nous aurons présenté cela, il n'y aura pas de retour en arrière. » J'ai regardé le document principal, une demande de mesure provisoire qui incluait la requête d'un audit complet des biens matrimoniaux, avec mention explicite des comptes étrangers et du gain au loto. Nous demandions également l'usage du domicile conjugal et une pension compensatoire. « Absolument sûr », répondis-je sans hésitation. Il s'était déjà écoulé 3 semaines depuis ma visite clandestine à l'appartement. 3 semaines pendant lesquelles j'avais changé plus que je ne le croyais possible. La Lucie d'avant, celle qui baissait la tête devant les caprices de Michel, celle qui avait renoncé à sa carrière pour lui plaire, n'existait plus. À sa place avait surgi quelqu'un de plus fort, de plus déterminé, quelqu'un prêt à se battre. « Bien », acquiesça Romain. « Nous le déposerons cet après-midi. Michel recevra probablement la notification demain ou après-demain. » Je suis sortie du bureau en me sentant étrangement légère. Sur le chemin de l'académie où je travaillais maintenant, j'ai observé la ville avec des yeux neufs. Les platanes des quais du Rhône, les bâtiments haussmanniens, les terrasses pleines de gens profitant du soleil printanier. Tout semblait plus vif, plus réel. À l'académie, mes cours se passaient bien. J'avais particulièrement bien accroché avec un groupe d'étudiants italiens qui adoraient la littérature de Molière. Cet après-midi-là, alors que nous analysions l'Avare, je me suis surprise à y prendre un réel plaisir.
L'enseignement avait toujours été ma passion, mais pendant les dernières années de mon mariage, c'était devenu une obligation de plus. Maintenant, je redécouvrais le plaisir de partager le savoir. Professeur Lucie, m'appela Alessia, une étudiante milanaise particulièrement brillante, à la fin du cours. Vous allez bien? Vous semblez différente aujourd'hui. Je souris. Je vais mieux que jamais, Alessia. Parfois, la vie nous surprend. La réaction de Michel ne s'est pas fait attendre. Le lendemain, alors que je corrigeais des dissertations sur le petit bureau que Chloé m'avait installé dans un coin de son salon, mon téléphone a vibré. Un appel. « Tu as complètement perdu la tête ?» La voix de Michel était tendue, contenue, comme s'il parlait entre ses dents. « C'est quoi toutes ces conneries juridiques que j'ai reçues ?» Je fus surprise de mon propre calme en répondant. « Je réclame juste ce qui me revient légalement, Michel. La moitié des biens communs, y compris le gain au loto que tu as essayé de cacher. Tu n'as aucune preuve de rien, cracha-t-il. Des comptes à l'étranger? De quoi diable parles-tu? Nous savons tous les deux qu'ils existent. Michel. Suisse, Luxembourg. Tu veux que je continue? Il y eut un silence si dense que je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau tourner à plein régime, essayant de comprendre comment je le savais. Tu m'as espionné? Sa voix avait changé. Elle ne sonnait plus menaçante, mais effrayée. C'est illégal, Lucie. Pas plus illégal que la fraude fiscale ou la violence conjugale, répondis-je tranquillement. Mon avocat t'appellera pour négocier. Si tu es intelligent, tu accepteras ces conditions. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline pure. Pendant des années, Michel avait pris toutes les décisions. Maintenant, pour la première fois, j'avais le contrôle. Romain a appelé ce même après-midi. La nouvelle était meilleure que ce que nous espérions. Le juge a accepté toutes nos demandes préliminaires, annonça-t-il avec satisfaction. Il a ordonné le blocage préventif des comptes connus de Michel et a demandé des informations au fisc sur ses déclarations des 5 dernières années. « Et la maison ?» demandai-je. « Il t'accorde l'usage provisoire jusqu'à ce que le divorce soit résolu. Tu peux y retourner quand tu veux. » L'idée de retourner dans cet appartement me procura des sentiments mitigés. D'un côté, c'était mon foyer. De l'autre, il contenait trop de souvenirs douloureux. « Je vais y réfléchir », répondis-je. Les jours suivants apportèrent d'autres nouvelles. L'avocat de Michel, un certain Étienne Vidal, connu pour défendre des hommes d'affaires dans des affaires de corruption, a contacté Romain pour demander une réunion. « Ils veulent négocier », m'expliqua Romain par téléphone. « Cela signifie qu'ils ont peur. » La réunion s'est tenue dans un bureau neutre, un cabinet d'avocats du centre de Lyon, où Romain avait des contacts. J'ai insisté pour être présente. Je voulais voir le visage de Michel quand il comprendrait qu'il ne pouvait plus me manipuler. Je suis arrivée tôt, vêtue d'un tailleur bleu marine que je m'étais acheté spécialement pour l'occasion. C'était la première fois que j'investissais dans des vêtements depuis que j'avais quitté la maison. Chloé m'avait accompagnée pour faire les boutiques, insistant sur le fait que, pour gagner une guerre, il faut s'habiller pour la victoire. Michel est arrivé avec 10 minutes de retard, accompagné de son avocat. Il paraissait plus mince, avec des cernes marquées sous les yeux. Il portait un costume cher, mais sa posture ne transmettait plus l'arrogance habituelle. Nos regards se sont croisés brièvement avant qu'ils ne prennent place en face de moi. « Bien », commença Étienne Vidal d'une voix étudiée et neutre. « Nous sommes ici pour chercher un accord qui satisfasse les deux parties et évite une procédure judiciaire longue et potentiellement préjudiciable pour tous. » Romain acquiesça. « Ma cliente est ouverte à la négociation, à condition que ses droits légaux sur les biens matrimoniaux soient reconnus. Y compris, bien sûr, ceux qui ont été délibérément dissimulés. » Michel s'agita inconfortablement sur son siège. Vidal lui lança un regard d'avertissement avant de continuer. « Mon client est disposé à offrir une compensation économique généreuse, 500 000 €, plus la pleine propriété de l'appartement de Lyon. » J'ai dû retenir un rire. C'était une fraction minuscule de ce que nous savions qu'il possédait. « Inacceptable !» répondit Romain sèchement. « Nous parlons d'un patrimoine qui inclut un gain au loto de 20 millions, plus des comptes à l'étranger d'une valeur d'au moins 3 millions, des propriétés non déclarées au Luxembourg et les fonds détournés de l'entreprise Tech Solutions au cours des 5 dernières années. » Le visage de Michel pâlit visiblement. Ses yeux se fixèrent sur moi avec un mélange de rage et de confusion. « Je ne sais pas d'où vous avez tiré ces informations, » intervint Vidal, gardant son sang-froid. « Mais je vous assure que mon client ne possède pas de tels biens. » « Dans ce cas, » sourit Romain, «
Il n'aura aucun inconvénient à ce que le juge ordonne une enquête approfondie, y compris des commissions rogatoires internationales auprès des banques suisses et luxembourgeoises. Le silence qui suivit fut éloquent. Vidal se pencha vers Michel et ils chuchotèrent pendant plusieurs minutes. La tension était palpable. « Nous devons reconsidérer notre position », dit finalement Vidal. « Je demande une suspension de séance pour consulter mon client en privé. » Pendant qu'ils sortèrent de la salle, Romain me regarda avec approbation. « Nous l'avons dans nos cordes, » murmura-t-il. « Ils ne peuvent pas risquer une enquête internationale. » 40 minutes plus tard, ils revinrent avec une nouvelle proposition. 5 millions d'euros, la propriété de l'appartement, et un accord de confidentialité qui nous empêcherait de divulguer toute information sur ses finances. 10 millions, contre-offrit Romain. La moitié du gain au loto, comme le stipule la loi. Et pas d'accord de confidentialité. Ma cliente se réserve le droit de coopérer avec toute enquête officielle si elle y était requise. Michel frappa la table du poing. C'est du chantage. Non, Michel, répondis-je calmement. C'est la justice. Tu m'as chassé de chez moi, tu m'as agressé, tu as tenté de me voler ce qui m'appartient légalement. Maintenant, tu en paies les conséquences. La réunion s'est terminée sans accord, mais Romain et moi savions qu'il reviendrait. Et ce fut le cas. 3 jours plus tard, ils acceptèrent notre proposition avec une seule modification. Le paiement serait effectué en 2 versements pour faciliter la liquidité. Nous avons gagné, me dit Romain, alors que nous trinquions au champagne dans son bureau. Dès que tu auras signé, tu seras une femme très riche. Mais la victoire n'avait pas le goût que j'avais imaginé. Je n'éprouvais pas d'euphorie, mais une étrange paix. Il ne s'agissait pas de l'argent, bien qu'il me donnerait certainement sécurité et options, mais de la dignité retrouvée. Pendant ce temps, d'autres fronts s'ouvraient pour Michel. Une fuite anonyme était parvenue au siège de Tech Solutions, révélant ses fraudes. Ce n'était pas moi, bien que j'aurais pu l'être. Le monde des affaires à Lyon était petit, et les rumeurs volaient. Ses associés convoquèrent une réunion d'urgence et l'écartèrent temporairement de la direction, jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. La semaine suivante, alors que je récupérais quelques affaires de l'appartement, désormais légalement mien, j'ai rencontré la voisine du 4e B, une femme âgée qui avait toujours été aimable avec moi. « Lucie, ma chère, je suis contente de vous voir, » dit-elle en m'embrassant avec affection. « J'ai vu votre mari il y a quelques jours. Il semblait diminuer. »« Ce n'est plus mon mari, » répondis-je doucement. « Nous sommes en instance de divorce. Je suis désolée, je ne savais pas. » Elle baissa la voix. « Bien que, si vous me permettez ce commentaire, c'est peut-être mieux ainsi. Dernièrement, il avait des fréquentations peu recommandables. Beaucoup de bruit à des heures indues, des gens qui entraient et sortaient. Il n'avait plus l'air lui-même. J'acquiesçais, sans surprise. C'était le schéma classique, gagner de l'argent soudainement et perdre la tête. Pendant que je construisais ma nouvelle vie pas à pas, Michel démolissait la sienne à toute vitesse. En entrant dans ce qui avait été notre chambre, j'ai trouvé des changements significatifs. Des vêtements de femme dans l'armoire, des produits de beauté chers dans la salle de bain. Je me sentis étrangement distante, comme si j'observais la vie d'inconnu. J'ai rassemblé mes livres, quelques bijoux ayant appartenu à ma mère, des albums photos et ma vieille machine à écrire Olivetti, un cadeau de mon père quand je suis entrée à l'université. Pendant que j'emballais mes affaires, mon téléphone sonna. C'était Chloé. « Tu as vu les infos ?» demanda-t-elle, excitée. « Non, je suis à l'appartement en train de récupérer des affaires. Que se passe-t-il ? Le fisc a annoncé une enquête sur les gains de loterie non déclarés correctement. Ils examinent tous les gros lots des 2 dernières années. Mon cœur fit un bond. Nous n'y étions pour rien, mais l'univers semblait conspirer pour rendre justice. « Karma », murmurai-je. « Exactement », répondit Chloé. « Tu veux que je passe te chercher ? On peut fêter ça avec un dîner. Donne-moi une demi-heure, » répondis-je en regardant une dernière fois celle qui avait été ma chambre pendant 8 ans. J'ai terminé ici, et j'avais vraiment terminé. Non seulement de rassembler mes affaires, mais avec cette étape de ma vie. Le monde de Michel s'effondrait autour de lui, mais le mien commençait à peine à se construire. 2 mois après cette première rencontre légale, ma vie avait complètement changé. Avec la première partie de l'accord financier, j'avais acheté un petit appartement en attique, lumineux, dans le quartier du Vieux-Lyon, près de l'université. J'adorais sa terrasse pleine de plantes
et la lumière qui inondait le salon chaque matin. C'était beaucoup plus modeste que l'appartement que je partageais avec Michel, mais il était entièrement à moi, sans souvenirs douloureux, sans fantômes. Je continuais à donner des cours à l'académie, non par nécessité économique, mais parce que j'aimais vraiment ça. J'avais redécouvert ma vocation pour l'enseignement, et mes étudiants m'apportaient une énergie que j'avais oubliée. J'avais aussi recommencé à écrire. De petits récits, des poèmes, des fragments de ce roman que j'avais toujours voulu créer. Chloé venait dîner presque tous les vendredis. Ce soir de juillet, alors que nous partagions un gratin dauphinois que j'avais moi-même préparé, elle m'a mise au courant des derniers événements. L'enquête du fisc est sérieuse, commenta-t-elle en se servant plus de vin. Ils ont gelé tous les comptes connus de Michel, et son entreprise l'a officiellement licencié après un audit interne. Tu sais quelque chose de la fille ? Demandai-je, faisant référence à la jeune femme blonde qui avait pris ma place si rapidement. Chloé sourit avec malice. Elle est partie il y a des semaines. Apparemment, un petit ami sans argent et avec des problèmes judiciaires, ce n'était pas ce qu'elle cherchait. Je n'ai pas ressenti de satisfaction pour son malheur, mais une étrange compassion. Michel avait construit sa vie sur des mensonges et maintenant tout s'effondrait. C'était la conséquence de ses propres actions, mais c'était quand même triste de voir quelqu'un s'autodétruire de cette manière. « Tu as pensé à ce que je t'ai dit ?» demanda Chloé, changeant de sujet. « Sur le fait de reprendre tes études de doctorat ?» J'acquiesçai. J'ai demandé des informations à la faculté. Je pourrais présenter un projet sur la littérature féminine de l'exil. Ça a toujours été ma passion, avant que Michel ne te convainque que c'était une perte de temps, compléta Chloé avec une grimace de dégoût. C'était vrai. Michel avait toujours minimisé mes ambitions académiques. Pourquoi un doctorat ? Ça ne sert que si tu veux être professeur d'université, et ça paie une misère, disait-il souvent. Et moi, petit à petit, j'avais renoncé à mes rêves pour lui plaire. Je le ferai, décidai-je à ce moment-là. Je commencerai en septembre. Nous avons trinqué à mon avenir académique et aux secondes chances. La vie continuait, et moi avec elle. La semaine suivante, j'ai reçu un appel inattendu de Romain. « J'ai des nouvelles intéressantes », dit-il sans préambule. Le juge a rendu une décision concernant le domicile conjugal. « Mais nous avons déjà un accord », répondis-je confuse. « L'appartement est légalement à moi. »« Oui, mais c'est la procédure officielle parallèle. Le juge a pris en compte votre plainte pour violence conjugale et a statué que Michel doit quitter immédiatement le logement, vous remettre toutes les clés et ne pas s'approcher à moins de 500 mètres. Mais il n'y vit plus, objectai-je. Moi non plus. J'y vais occasionnellement pour récupérer des affaires, mais j'ai déjà ma propre maison. Je sais, mais l'ordonnance judiciaire a un poids légal supplémentaire. Et le plus important, elle établit un précédent pour l'affaire pénale pour violence conjugale qui est toujours en cours. Après avoir raccroché, je suis restée pensive. J'avais porté plainte pour l'agression plus sur les conseils de Romain que de ma propre initiative. La procédure judiciaire suivait son cours, lente mais implacable. Michel risquait une éventuelle condamnation pour mauvais traitement, même si elle était mineure s'agissant d'un incident unique et sans blessure grave. Le lendemain, j'ai reçu un autre message, cette fois du tribunal lui-même. L'ordre d'expulsion serait exécuté le lendemain à 10h du matin. Ma présence n'était pas nécessaire, mais j'avais le droit d'être présente si je le souhaitais. J'ai hésité. Voulais-je vraiment voir Michel dans cette situation ? D'un côté, cela semblait inutilement cruel. De l'autre, je sentais que j'avais besoin de cette clôture, de ce moment de justice visible. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, tournant et retournant la décision dans ma tête. Finalement, à 7h du matin, je me suis levée, me suis douchée et me suis habillée avec soin. Pantalon noir, chemisier blanc, le collier de perles hérité de ma grand-mère. Je voulais me sentir forte, sûre de moi, connectée à mes racines. J'ai appelé Chloé. « Je vais y aller », lui dis-je simplement. « Tu veux que je t'accompagne ?»« Non, c'est quelque chose que je dois faire seule. » Je suis arrivée à l'immeuble à 9h45. Monsieur Émile m'a salué avec un sourire triste. « Je sais tout », dit-il en me tapotant la main. « Vous avez toujours été trop bien pour lui. » Je suis montée à l'appartement et j'ai attendu sur le palier. À 10h précises, 2 huissiers de justice sont apparus, accompagnés d'une patrouille de la police nationale. Ils m'ont salué avec formalité et ont sonné à la porte. Plusieurs minutes passèrent. Ils sonnèrent de nouveau. Finalement, on entendit des pas traînants à l'intérieur de l'appartement.
La porte s'ouvrit et Michel apparut. Je l'ai à peine reconnu. Il était débraillé, mal rasé, les cheveux en désordre et les yeux rougis. Il portait un t-shirt froissé et un pantalon de survêtement. Il sentait l'alcool et plusieurs jours sans douche. Il me regarda avec des yeux vitreux, comme s'il ne me situait pas vraiment. « Monsieur Dubois », dit l'un des huissiers, « nous avons une ordonnance judiciaire vous obligeant à quitter ce logement immédiatement. La propriété est attribuée à votre ex-épouse, Madame Lucie Martin. Utilisation de nom de famille adapté pour Michel et Lucie. » Michel cligna des yeux, confus, puis son regard se posa sur moi. J'ai vu le moment exact où la compréhension a traversé le brouillard de son esprit. Son visage passa de la confusion au choc, puis à une rage impuissante. « Toi » commença-t-il. Mais l'un des policiers fit un pas en avant, coupant court à toute menace potentielle. « Monsieur, vous avez 30 minutes pour récupérer vos effets personnels. Nous pouvons entrer avec vous pour superviser, si vous préférez. » Michel me regarda fixement, et pendant un instant, j'ai vu l'homme que j'avais connu des années auparavant. Vulnérable, effrayé, humain. Puis son expression se durcit. « Ce n'est pas la peine. Il ne reste plus rien à moi ici qui en vaille la peine. » Il se détourna et disparut à l'intérieur de l'appartement. Les huissiers m'ont demandé si je voulais entrer, mais j'ai secoué la tête. Je préférais attendre dehors. 20 minutes plus tard, Michel sortit avec une valise et un sac de sport. Il avait fait un effort pour s'arranger. Il s'était changé et coiffé, comme une dernière tentative de maintenir sa dignité. Il s'arrêta devant moi. Un instant, j'ai pensé qu'il allait dire quelque chose. Des excuses, peut-être, ou une dernière insulte. Mais il m'a simplement regardé, avec une expression indéchiffrable, puis a continué son chemin vers l'ascenseur. L'un des huissiers me tendit un document à signer et un nouveau jeu de clés. Le serrurier a changé la serrure, comme le spécifiait l'ordonnance. Voici vos copies. Quand tout le monde fut parti, je restai seule dans l'appartement. C'était étrange d'être là, sachant qu'il était maintenant entièrement à moi, mais sans vraiment désirer l'habiter. J'ai parcouru lentement les pièces, touchant les meubles, ouvrant des tiroirs déjà vides. Dans la chambre, sur la commode, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu, notre photo de mariage. Michel l'avait laissée là, délibérément placée pour que je la voie. Je la pris entre mes mains. Nous étions si jeunes, si pleins d'espoir. À quel moment tout avait-il changé? Était-ce progressif? Ou y avait-il eu un point de rupture que je n'avais pas su voir? Mon téléphone vibra. Un message. C'était Romain. « Tout va bien ?» ?»« Oui, » répondis-je. « C'est fait. » J'ai laissé la photo où je l'avais trouvée et suis sortie de l'appartement, fermant la porte derrière moi. J'avais déjà décidé ce que j'en ferais. Je le vendrais, et avec cet argent, je financerais une petite fondation pour les femmes victimes de violences économiques. Des femmes comme moi, qui avaient été manipulées pour renoncer à leur indépendance, puis abandonnées lorsqu'elles devenaient gênantes. En descendant dans l'ascenseur, je me suis souvenu de l'expression sur le visage de Michel quand il avait ouvert la porte. Ce n'était pas la satisfaction que j'avais imaginée, mais quelque chose de plus complexe. J'avais vu un homme détruit, non pas par moi, mais par ses propres décisions. Un homme qui avait tout et qui a tout perdu par cupidité. La journée était lumineuse quand je suis sortie dans la rue. Lyon brillait sous le soleil de juillet, vibrante et pleine de vie. J'ai marché sans but, profitant de la sensation de liberté qui m'inondait. À une terrasse près des Halles Paul Bocuse, je me suis arrêtée pour prendre un café. J'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à écrire. Chapitre 1. L'appel qui a tout changé. C'était le début de mon roman. L'histoire d'une femme qui perd tout et se retrouve elle-même dans le processus. Ce n'était pas exactement mon histoire. Les personnages auraient leur propre personnalité, leurs propres conflits. Mais l'essence était là. La trahison, la douleur, la lutte et finalement, la rédemption. Pendant que j'écrivais, mon téléphone sonna de nouveau. C'était un appel de l'université, répondant à ma demande pour le programme de doctorat. Ils avaient examiné ma proposition et voulaient me fixer un entretien. Je souris. La vie continuait, s'ouvrait devant moi comme une page blanche, attendant d'être écrite. Je n'étais plus l'épouse de Michel, la femme qui avait été expulsée de sa propre maison avec une valise à moitié faite. J'étais Lucie Martin, professeure, future docteure en littérature, écrivaine en herbe. J'ai levé les yeux vers le ciel bleu de Lyon et, pour la première fois depuis longtemps,
J'ai ressenti une immense gratitude pour tout ce qui s'était passé. La douleur avait été le prix à payer pour ma liberté, et maintenant que je l'avais, je ne comptais plus jamais la perdre.